Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Aujourd'hui, je vous propose de partir en quête d'aventure. À nous les trésors, les monstres et les armes magiques. Vous l'avez compris, on va parler de Donjons et Dragons. 50 ans après sa création, le jeu de rôle le plus célèbre de la planète continue de faire parler de lui. À l'heure où Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux crée l'émotion chez les amateurs de pot-bêtes, la licence aura même droit à une nouvelle adaptation ciné au printemps 2023. Mais la popularité actuelle de l'Heroic Fantasy ne doit pas faire oublier l'odeur de soufre qui a entouré ce jeu fondateur à ses débuts. Vous pensez qu'on diabolisait le jeu vidéo? Ah bah c'est pas grand chose comparé au jeu de rôle. Accusé de faire l'éloge du satanisme, de pervertir les esprits faibles, et même de meurtre, Donjons et Dragons a pourtant survécu à tous les assauts. Et les plus âgés d'entre nous n'ont rien oublié des paniques morales qui entouraient la simple évocation du jeu dans les années 80 et 90. Une fronde médiatique menée dans les médias et les écoles par des hordes d'éditorialistes, de psychiatres et autres moralistes du quotidien. Imaginez qu'au début des années 80, la série Le Sourire du Dragon était diffusée aux États-Unis avec un avertissement prévenant que Donjons et Dragons étaient liés à des cas de mort violente. De la panique morale comme on n'en fait plus. Enfin si, on continue à en faire, et c'est peut-être ça le problème. Alors d'où vient cette réputation diabolique? Est-elle méritée? Et comment ce jeu sorti de nulle part s'est-il infiltré dans notre imaginaire collectif malgré une telle chasse aux sorcières? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo riche en dragons et en donjons. Mais avant ça, cette vidéo vous est présentée par NordVPN. Cet homme n'a peur de rien. C'est un héros, un guerrier, un barbare. Chaque jour, il défie la mort. Rien ne l'effraie, pas même les menaces en ligne. Sauf quand elle lui tombe dessus. Ah bah on fait moins le malin. Et pas facile de combattre quand on n'a pas les bonnes armes. Pourtant, j'ai la solution pour ne plus terminer en chair à gobelin. En un seul clic, NordVPN vous permet de jeter un véritable sort de protection sur vos données de navigation. Tel un bouclier, la protection anti-menace bloque les pubs agaçantes et les trackers web. Lorsque vous téléchargez un fichier, la fonctionnalité recherche les logiciels malveillants et elle analyse aussi automatiquement les URL. Plus de soucis, NordVPN bloque les sites dangereux. Plus besoin de chasser les licornes puisque vous profiterez de la garantie satisfait en remboursé de 30 jours et grâce au lien dans la description, vous obtiendrez 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans. NordVPN, c'est le dragon qui protège vos trésors. Alors testez-le dès maintenant grâce au lien Archeo Toys. Donjons et Dragons, la grande aventure, par-delà les raisons d'étranges créatures. Ainsi chantait Dorothée en 1986. Mais en dépit de la pointe de tendresse nostalgique qu'incarne l'impératrice déchue de nos matinées télévisuelles, il fut une époque où la simple évocation de donjons, de dragons, de démons ou d'elfes pouvait vous mener chez le psychologue, ou pire, devant un juge. Pourtant, le jeu de rôle est dans le prolongement son ancêtre, le wargame, c'est loin d'être tout à fait neuf. Les premiers jeux de guerre, dont l'exemple le plus connu reste les échecs, auraient vu le jour au 6e siècle avant notre ère, mais c'est véritablement au 19e que ces simulations de bataille vont prendre une importance capitale. Développés par la Prusse pour former ses officiers, ces scénarios permettront à leurs troupes de fondre sur Paris avec une parfaite connaissance du terrain lors de la guerre de 1870. Porté par les amateurs de bataille historique, le jeu de guerre profite des innovations techniques permettant d'échanger les soldats en carton contre des petits soldats en plomb ou en plâtre. Tout au long du XXe siècle, les fabricants de jeux de société vont proposer des jeux de guerre en fonction des conflits en cours. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'un wargame va connaître un véritable succès planétaire. Avec Risk, développé par 2 Français, Albert Lamorisse, réalisateur du Ballon Rouge et à qui on doit également les plans aériens des tout premiers James Bond, et le philosophe et théoricien du bridge Jean-René Verne. Oui, un jour j'en parlerai parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Avec Risk, on pourra donc jouer à la guerre mondiale en famille, dans le rôle d'un stratège. Il faut gérer l'avancée des troupes, mais aussi la gestion des ressources. Risk va connaître un succès international et initier une nouvelle génération de joueurs. Parmi eux, on trouve un certain Gary Gygax. Né en 1938 dans la petite bourgade de Geneva Lake, dans le Wisconsin, il découvre les jeux de simulation à l'adolescence. En pleine guerre de Corée, c'est avec un jeu de tank qu'il s'y essaye, mais très vite, c'est vers les simulations de bataille historiques, et plus précisément médiévales, qu'il va jeter son dévolu. Après de courtes études, Gary entre dans la vie active mais continue de jouer avec ses amis, mais aussi avec des correspondants partout dans le monde, grâce au courrier. En 1967, il fait partie des fondateurs de la Fédération internationale de Wargames et lance même un festival dédié à sa passion qui deviendra le Gen Con.
Fin octobre 70, Gygax perd son emploi dans une compagnie d'assurance après 9 ans de bons et loyaux services. Avec 5 enfants à charge, il lui faut donc trouver du travail au plus vite. Gary décide donc de jouer le tout pour le tout en devenant créateur de jeux professionnels, mais les temps sont difficiles. La première année, il fait à peine 900 $ de bénéfices. En 1971, il publie son premier jeu, Chainmail, dans un fanzine, The Doomsday Book. L'univers est déjà fortement inspiré des mondes de Tolkien, et on perçoit certaines mécaniques du jeu qui seront repris dans la première édition de Donjons et Dragons. Mais c'est en rencontrant Dave Arneson qu'il découvre le jeu de rôle de table et développe des scénarios en jouant avec ses enfants. Malheureusement, Gary manque de moyens et il a besoin de fonds amenés par son ami Don Kay pour lancer une société, Tactical Studies Rules, plus connue sous le nom de TSR. Les deux hommes investissent 1000 $ chacun pour imprimer les 1000 premiers exemplaires du coffret Donjons et Dragons. Après quelques péripéties, cette première fournée fabriquée au domicile de Gary se vendra en moins d'1 an. Mais en janvier 75, Don Kay meurt subitement d'une crise cardiaque. Il n'avait prévu aucune disposition précise pour ses affaires, et la perte de son ami va également devenir, pour Gary, celle du contrôle de son entreprise. La veuve de Don revend ses parts à une famille d'hommes d'affaires locaux, les Bloom, ce qui n'empêche pas Gygax de multiplier les créations pour TSR. Mais si leur jeu fait son trou chez les amateurs, les ventes sont encore loin de celles des géants du secteur, avec 1000 exemplaires par mois en 79. C'est cette même année que Donjons et Dragons va attirer l'attention des médias, avec un premier fait divers qui fera date et deviendra pendant de nombreuses années le porte-étendard des anti-jeux de rôle. Le 15 août 1979, le jeune James Egbert quitte son dortoir de l'université du Michigan et disparaît sans laisser de traces. James, âgé seulement de 16 ans, est un ado précoce et ses parents sont très inquiets. La police piétine et la presse s'empare de l'affaire. Ses parents vont alors faire éplucher sa vie par un détective privé, qui révèle que le jeune homme était un joueur de Donjons et Dragons et s'adonnait à des parties grandeur nature dans la chaufferie souterraine de son université. Interrogés, certains témoins diront l'avoir vu lors du Gen Con, la convention créée par Gary Gygax, qui avait lieu le jour de sa disparition. Il n'en fallait pas moins pour que ce détective, qui reconnaîtra dans un livre ne pas être très au courant de ce qu'étaient les jeux de rôle, n'émette l'hypothèse qu'un événement survenu dans le jeu n'ait poussé James dans la folie. Les médias ne vont pas mettre longtemps pour reprendre l'info en boucle, les joueurs de Donjons et Dragons sont regardés d'un drôle d'œil, même si ça fait une sacrée pub au jeu qui voit ses ventes multipliées par 5. Un jeu qui tue? Mieux, un jeu qui rend fou. Et tant pis si James se sera retrouvé bien vivant quelques semaines plus tard près de la Nouvelle-Orléans. Personne ne tentera de rétablir la vérité tout de suite. Dévoré par le stress et par une addiction aux médicaments, vivant très mal son homosexualité, James s'était tout bonnement enfui après avoir raté un suicide. Et il mettra fin à ses jours quelques mois plus tard. Cela n'empêchera pas les journalistes de continuer à creuser le filon sans jamais avoir essayé de jouer à Donjons et Dragons. En 81, une éditorialiste du Cosmopolitan publie un livre sur l'affaire. Rona Jaffe n'a eu que quelques jours pour rédiger son ouvrage, de peur de se faire voler le sujet, et elle n'a utilisé pour seule source que quelques articles publiés jusque-là. Pas le temps d'aller plus loin, Patricia avait déjà visiblement son idée en tête. Le seul fait de s'adonner au jeu de rôle serait le signe avant-coureur de nombreuses névroses. Ce besoin d'incarner un héros, de s'échapper du quotidien, ne pourrait-il pas être comparé avec de la schizophrénie ? À une époque où le jeu de rôle reste inconnu du grand public, ce livre va faire figure de mode d'emploi pour tous les parents et les éducateurs qui s'interrogent, et les effets vont être terribles. Il ne faudra pas attendre 1 an pour voir le livre adapté à la télévision, pour la chaîne CBS. Réalisé par Steven Hilliard Stern, un habitué des formats télé, qui avait déjà bossé sur Hawaii Police d'État, Maze and Monster aura droit à une version française, sous le titre « Les monstres du labyrinthe ». Mais s'il est resté dans l'histoire, c'est qu'il s'agit du premier rôle principal de l'acteur Tom Hanks, âgé alors de 26 ans. Et le pire, c'est qu'en dépit d'un budget limité, le film présente plutôt bien. Au moins au début. On y suit donc 4 étudiants, 3 garçons et une fille, dans leur difficile quotidien fait de vexations parentales et de stress pré-examen. Et pour se détendre, ils vont jouer au Monstre du Labyrinthe, une copie à peine masquée de Donjons et Dragons. Pour le coup, c'est même fou à quel point ils se sont plus renseignés sur les mécaniques de jeu que l'auteur du bouquin original. La suite est un mélange entre Forrest Gump et Breakfast Club, avec son lot de personnages ultra stéréotypés et une approche assez progressive des méfaits du jeu de rôle.
Tom Hanks, qui a beaucoup de mal à encaisser son quotidien, finit par bloquer dans le jeu, persuadé qu'il est un paladin en quête de justice. Une sorte de Don Quichotte moderne, en plus dangereux puisqu'il ne se lance pas dans des combats contre des moulins, mais dans des explorations souterraines, dans un genre de Jumanji psychotique. Le seul moyen de s'en sortir et de devenir adulte, c'est donc d'abandonner les jeux de rôle avant d'être tombé au fond du gouffre. Une morale qui vient renforcer le discours d'une association anti-jeu de rôle, le BAD. Fondé par Patricia Pulling, une mère de famille ayant perdu son fils, ce groupe de pression va devenir l'égérie de la droite conservatrice américaine. Le BAD va instrumentaliser jusqu'au bout le suicide d'Irving Pulling, survenu en 1982. Joueur de Donjons et Dragons, Irving s'est tiré une balle dans la poitrine et pour sa mère il ne s'agissait aucunement d'un problème d'arme à feu, mais bien d'une malédiction jetée par Satan lui-même à travers le jeu et son créateur, Gary Gygax, traité de tous les noms. Le BAD va profiter du soutien et des relais de prédicateurs baptistes à travers tous les États-Unis, et la polémique devient telle que Gary Gygax est invité à y répondre à la télévision. Il n'y a pas de mauvaise publicité et toutes ces exagérations vont amener un jeune public toujours plus nombreux à s'intéresser à ce jeu maudit et satanique. S'ouvre alors une véritable guerre ouverte que retranscrit plutôt bien la série Stranger Things et notamment la saison 4 avec le personnage d'Eddie. Du coup, les actionnaires majoritaires de TSR souhaitent mettre un peu d'ordre, et Gary ne semble plus en état de tenir la barre tout seul. Bien que devenu riche à millions, Gary vit très mal sa nouvelle vie. Jusqu'ici membre des Témoins de Jéhovah, il est rejeté par sa communauté du fait des nombreuses rumeurs qui pèsent sur lui. Il sombre peu à peu dans la cocaïne, miné par un divorce douloureux. Pour l'éloigner des affaires, mission lui est donnée de partir pour Hollywood afin de superviser la production de films et de séries adaptés de son univers. Produit par la chaîne CBS, ce dessin animé doit sortir l'univers de Donjons et Dragons des clubs remplis d'étudiants pour atteindre les enfants. Le pitch est simplissime et tient dans le générique. Grâce au maître du donjon, sorte de Yoda local, apparaissant quand bon lui semble, nos jeunes terriens vont devoir affronter 1000 dangers et surtout le terrible méchant pour retrouver leur famille. Chose qui n'arrivera jamais puisque la série n'aura pas de fin. Et puis, problème, Gary, qui est en charge de TSR Entertainment, n'a pas la main sur la partie merchandising. Des figurines sont produites par le fabricant LJN, mais les héros principaux manquent à l'appel. La gamme reste très sympa, mais ne connaîtra pas vraiment le succès. On peut noter aussi que Mattel a produit des versions électroniques de Donjons et Dragons, mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Pendant son séjour californien, Gary, nouvellement célibataire donc, s'enfonce toujours plus dans une consommation de drogue et multiplie les soirées douteuses avec des starlettes. Car il travaille à la production d'un long métrage. Après de longs mois de négociations, il est parvenu à un accord avec Orson Welles pour incarner l'un des personnages. Mais presque au même moment, il apprend que TSR rencontre de graves difficultés financières et que Kevin Bloom propose de racheter la société entière pour 6 millions de dollars. Une bouchée de pain en comparaison des 30 millions de ventes annuelles en 85. Gary va découvrir que bien que leader de l'industrie, TSR est à peine rentable et frise l'insolvabilité. Stock excédentaire, sureffectif, sans parler d'un immense parc de voitures de société, et certains projets douteux, comme le renflouement d'une épave datant du 19e siècle, eh bien, le film Donjons et Dragons de Gary ne se fera jamais. Quelque peu remonté, Gary refuse de vendre et reprend TSR en main. Il rétablit les comptes en proposant un produit très attendu des joueurs, des romans officiels se déroulant dans son univers de Donjons et Dragons. Mais la situation intenable avec le conseil d'administration le pousse à quitter l'entreprise fin 86. Gary abandonne alors quasiment tous ses droits sur le jeu, et TSR est repris par une financière pur jus, Lauren Williams. Cette coste-killeuse va faire de TSR une arme de guerre commerciale, en multipliant les nouveautés, sans vraiment viser le long terme. Au début des années 90, le public découvre un autre jeu mêlant magie et aventure, cette fois-ci sous forme de cartes à collectionner. Magic the Gathering va révolutionner le genre. Et curieusement, c'est à peu près à ce moment-là que la France va tomber à son tour dans l'anti-jeu de rôlisme primaire. En 1990, la ville de Carpentras est frappée par un terrible fait divers. Si vous êtes sensible, n'hésitez pas à passer directement à la suite à ce timecode. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1990, 34 tombes sont profanées dans le cimetière juif de la ville, l'un des plus anciens de l'Hexagone. Le corps d'un homme extrait de son cercueil a été posé nu, la face sur une stèle voisine. L'affaire devient très médiatique et les familles reçoivent le soutien de Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur. Puis c'est au tour de tout ce que la France compte de politique qui va y aller de son indignation.
Des manifestations contre le racisme et l'antisémitisme sont organisées dans les semaines qui suivent. Puis, l'enquête piétine. Les commentateurs accusent l'extrême droite, dont le chef, Jean-Marie Le Pen, multiplie les saillies antisémites, ce à quoi les responsables du FN répondront en invoquant un probable complot contre eux. Dans les jours qui suivent, le principal organe de communication du Front National accusera même le KGB, puis des terroristes palestiniens, et même une milice gaulliste. Et c'est dans ce contexte que va être votée la loi Guesso qui rend illégale la négation des crimes contre l'humanité. Mais à Carpentras, l'émotion est toujours à son comble. Les rumeurs locales évoquent des messes noires qui auraient dégénéré, une délinquance morbide de la jeunesse dorée de Carpentras. L'une d'entre elles met en cause le fils de Jean-Claude Andrieux, le maire de la ville, qui a le défaut d'aimer les jeux de rôle. En 95, une femme donne du corps à la rumeur en évoquant dans la presse poubelle des orgies sataniques organisées dans ce cimetière. Elle précise que la profanation aurait eu lieu dans le cadre d'un jeu de rôle et que les participants auraient également commis l'assassinat d'une jeune femme en 92. L'instruction établira plus tard que ce témoin était mythomane, mais il est trop tard. À la télévision, le jeu de rôle est rapproché des mouvements sectaires, ce qui déclenche la fermeture de milliers de clubs scolaires et la mise sous surveillance de cette jeunesse incomprise. La justice elle-même va aussi sombrer lorsque le procureur autorise les animateurs d'une émission de TF1, témoin numéro 1, à annoncer les prochaines mises en examen. Le très médiatique Gilbert Collard, avocat de la famille des victimes, parle d'un mensonge d'État. Et dans une mise en scène pour le moins exécrable, il se fait remettre en public une enveloppe censée contenir le nom des 6 profanateurs assassins. La vérité viendra finalement en 96 quand un homme de 26 ans se présente lui-même au siège des renseignements généraux et avoue être l'un des profanateurs, donnant des détails que seuls les enquêteurs connaissaient. L'homme dit être rongé par le remords et confirme le caractère antisémite de la profanation. Ex-membre d'un groupuscule néo-nazi, il n'est pas vraiment un joueur de Donjons et Dragons. Le meneur étant décédé quelques années plus tôt, lui et ses complices seront finalement condamnés en 1997 à des peines relativement légères, de 20 à 24 mois de prison. Pendant toute cette période, le jeu de rôle fait face à toutes les critiques possibles, notamment dans l'émission Bal et Masques, présentée par Mireille Dumas, avec toujours en filigrane l'idée qu'il faut cesser de jouer pour devenir adulte. Vous, en venant ici ce soir, Anne, qu'est-ce qu'il est important de souligner? Pour moi, dans le jeu de rôle, je ne serai pas aussi comme ça, à cheval, il faut pas interdire, etc. Je serai catégorique. Catégorique. Méfiez-vous des jeux de rôle. Mais la riposte et les débunkages vont pousser les vautours à abandonner le jeu de rôle pour mieux s'en prendre aux jeux vidéo. De son côté, TSR est racheté en 1997 par Wizards of the Coast, éditeur des cartes Magic, et le magicien est à son tour acquis en 1999 par Hasbro. Il faudra attendre l'an 2000 pour que Donjons et Dragons ait enfin droit à son long métrage au cinéma. Bien que sorti un an seulement avant Le Seigneur des Anneaux, le fossé a rarement été aussi profond. Des effets spéciaux à l'ouest, un Jeremy Irons bien rouillé, et un Jimmy de la série Lois et Clark, la licence va surtout profiter du développement du jeu de rôle sur PC et sur console. La série des Baldur's Gate va réussir à séduire une génération moins prompte à se réunir dans un sous-sol une fois par semaine pendant des mois. Gary Gygax, quant à lui, est décédé en 2008, et après un demi-siècle d'existence, l'univers qu'il a créé continue d'évoluer. Les rééditions récentes de Donjons et Dragons profitent pleinement de cette ère post-nostalgie, et on peut parier que Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs avec Chris Pine, annoncé au cinéma en mars 2023, permettra à une nouvelle génération de découvrir la licence sans se retrouver chez le psy la semaine d'après. Et vous, avez-vous été perverti par Donjons et Dragons et les jeux de rôle? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum sur Facebook, sur Twitter, à votre belle-mère. Je le dis jamais assez, mais c'est grâce à vous si on atteint de tels sommets, bientôt 75 000 abonnés. C'est totalement fou, alors continuez histoire combattre tous les records. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. In the eerie world of deep, dark dungeons, mystery and magic seem real. There's good against evil with advanced Dungeons & Dragons action figures. War Duke, Kellic, Strongheart and Bronze Dragon, each sold separately. Beware, Strongheart. We will cast an evil spell and steal the treasure. Well, evil is no match for good. The treasure is safe. Advanced Dungeons & Dragons action figures, Kellic, War Duke, Bronze Dragon, Strongheart, each sold separately from LG.